Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Salut à tous. podcast. Salut Anthony. Salut à tous. On arrive au 49e podcast, hein, ça en fait, ça en fait. Bon, on avait un peu coupé pour un moment, mais C'est ça, on est là. On On reprend est le là et rythme. puis et on attaque avec vos questions. Vas-y Anton, on t'écoute. La première Alors, question. première question, comment améliorer le recrutement de fibres musculaires pour en recruter de plus en plus, que ce soit pour la force ou pour l'hypertrophie? Du coup, on va répondre pour les deux. Comment améliorer le recrutement des fibres musculaires? Moi, perso, la question n'est pas très claire, hein. Enfin bon, mais si toi tu l'as compris, tant mieux. Mm. Moi, je ne l'ai pas très bien compris, mais vas-y. Bah, non, je pense qu'après, elle n'est pas claire dans le sens où il y a pas mal d'idées reçues là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de peut-être youtubeurs, influenceurs ou de gens qui veulent vendre des méthodes, qui ont créé des méthodes où tu recrutes telle fibre, telle fibre. Enfin, il y a pas mal de croyances sur ça. Au final, en fait, c'est par rapport à ce que tu apprends peut-être quand tu es en BPGEPS ou ce que tu vois. Ce qui est retranscrit du coup très basique, c'est qu'il y a plusieurs types de fibres musculaires, bon, ce qui est vrai, et qu'après, selon les types d'exercices que tu fais, le type de méthode d'entraînement que tu emploies, etc., tu recruterais plus ou moins telle fibre musculaire, qu'il y a différentes filières énergétiques, ce qui est vrai aussi, et donc différentes façons de s'entraîner. Il y a la capillarisation, où tu fais des séries très longues pour amener le sang, bref. Voilà, ça peut aller très loin. Et puis, tu sais, après, on part sur ce qu'on a appris, nous, à l'époque, les méthodes d'entraînement où tu changes toutes les 4 semaines. Voilà. Donc, je pense que pour moi, ça me parle dans ce sens-là, tu sais, fibre blanche et tout ça, Ouais, machin. ouais. Fibre 1, fibre 2, enfin, voilà, toutes ces complications, je dirais. Voilà, ça m'évoque un peu ça. Donc, peut-être qu'on peut parler de ça et puis expliquer les fausses croyances vis-à-vis de ça, ce qui est Vas-y, moi, ça scientifique. ne m'inspire pas du tout. Alors, Ouais, ça t'inspire pas? non, ça Non, ne m'inspire pas. Mais si vas-y, hein, vas-y, vas-y, hein. si je peux t'aider à trouver une piste de réponse pour que tu puisses donner ton avis, en fait, par rapport à je parle par rapport à ce qui se dit selon moi sur ça, d'accord? Depuis des années, hein, c'est pas nouveau. Donc, c'est que en gros, selon si tu es explosif ou si tu travailles avec un tempo, tu vas travailler différentes fibres musculaires. Et que selon aussi ta génétique, tu es plus propice à recruter certaines fibres musculaires. Tu vois, certains seraient plus sur l'endurance, certains seraient plus sur l'explosivité. Voilà, donc c'est ce qui se dit. C'est pas du tout ce que je pense, hein. Je précise que je suis en train de dire ce qui se dit. Voilà, il y a les fibres blanches, les fibres rouges, les fibres 1, les Il y a le fibres fait 2. aussi que, par exemple, suivant les muscles, par exemple les abdos, il faut le travailler en série longue, un peu comme les mollets, alors Voilà, que les voilà. pecs ou les biceps sont en série plus courte. Enfin, toi, c'est tous ces trucs-là, quoi, c'est ça? Voilà, et puis après, tu sais, les fibres superficielles, les fibres profondes, que sur certains exercices, du coup, tu vas recruter plus certaines que d'autres, sur certaines méthodes, etc., etc. Voilà, donc je pense que c'est plus là-dedans que la question se pose et aussi le fait que les gens se disent, OK, j'ai pas assez de masse musculaire encore parce que je recrute pas assez de fibres, tu vois. C'est ce qui se dit Ouais. un peu, il faut que tu crées de la fibre, il faut que tu vois, là, on emploie beaucoup ce terme de fibres. Donc, peut-être que nous, on peut résumer la question. Enfin, moi, je pense qu'il faut résumer la question de manière un peu plus simple. Il faut oublier le terme de fibre, même s'il est vrai, il y a des fibres musculaires. Et il faut parler juste de recrutement musculaire. Donc, comment améliorer le recrutement musculaire? Tu vois, je pense que Alors, ça simplifie la là, pour question, moi, c'est non? simple. Non, mais Ouais, là, pour voilà, moi, c'est on simple. en vient là au Pour moi, c'est final. simple. Tu sais, j'aime beaucoup travailler, comme j'ai tout le temps, dans le sens de la fibre. Ouais, On parle des voilà. fibres, tu vois, dans le sens des fibres musculaires. Et c'est vrai que des fois, on choisit des exercices qui sont peut-être pas optimaux pour le muscle ciblé. Et c'est pour ça que souvent, on se retrouve avec des points faibles. Parce qu'il faut savoir, il y a aussi une part génétique, tu vois, là-dedans. C'est-à-dire que tu as des gens, par exemple, ils vont faire très peu d'exercices, ou ils vont faire que de développé couché à la barre pour les pectoraux, et ils Mm. vont choper des super bons pectoraux, tu vois. Il y en a d'autres qui vont faire, qui vont faire aussi que de la barre et qui ne vont pas choper des pectoraux. Par contre, ils vont prendre des épaules et ils vont prendre des triceps, Mm. tu vois.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que si tu n'as pas une prédisposition génétique à faire travailler tes pectoraux au développé couché, ben, tu vas avoir du mal à recruter. Et pour ça, c'est normal puisque qu'on regarde le mouvement de la barre, en fait, qui pousse juste comme ça, tu vois, c'est peut-être pas optimal pour le sens des fibres du pec qui s'étirent comme ça. Voilà. Alors, tu vois, voilà, comme ça. Alors, attends, je vais les mettre comme ça. Alors, c'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Donc, on pousse, voilà. Et en fait, pour que la tension maximale sur la fibre et le recrutement musculaire se fasse, il faut que la charge et les fibres aillent dans le même sens. Comme ça. Voilà. Donc, du coup, si tu pars en partant vers le bas, tu resserres tes fibres complètement. Et là, tu as un meilleur recrutement des fibres parce que c'est face à face. Si tu pousses là, si tu pousses un peu de biais alors que tes fibres sont là, tu vois que c'est pas génial. Quoi. Ça tire pas direct comme ça. Ça tire un peu décalé. Donc, finalement, le recrutement soit moins bon et moins fort. Et le problème, c'est que tu n'as pas une génétique à prendre facilement des pecs. Et ben forcément, tu vas avoir du mal à recruter tes pecs avec juste un développé couché parce qu'il ne va pas directement dans le sens des fibres. Il est un peu tordu, en fait. Tu vois. Voilà. Non, mais c'est intéressant, le choix des exercices. Alors, sur ça, je tiens à dire aux gens que savoir quel exercice est bon ou non, bah, ça, c'est pas en un claquement de doigts et que c'est des années d'expérience. Donc, bien sûr qu'il y a des raccourcis maintenant, comme acheter la formation que tu avais fait, par exemple, sur les points faibles, prendre un coach. Voilà, il y a ces possibilités-là. Mais après, surtout, moi, je pense que quand on est débutant, un coach est presque indispensable pour gagner 10 ans de ta vie, éviter les blessures, bien te positionner. C'est vrai, hein, quand on est débutant, bien sûr qu'on est avancé aussi, pourquoi pas, mais vraiment, quand on est débutant, c'est presque le truc presque indispensable parce que vous allez perdre un temps, vous risquez de vous blesser. Enfin, au final, ça va vous coûter plus d'argent que si vous aviez investi dans un coach qui vous éduque, en fait. bah, surtout que je pense que, enfin, peut-être tu me corrigeras si je me trompe, mais il y avait beaucoup moins de choix d'exercices avant. C'est Donc, vrai. c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, bah, par exemple, à tort pour le coup, mais à l'époque, on disait, bah, si tu veux des pectoraux, on commençait tous développer couché, développer incliné haltère, écarté couché sur le Le banc. lundi à 17h, d'ailleurs. Voilà, voilà l'entraînement de pec, c'était ça. Les jambes, on faisait squat, leg extension, leg curl press. Le dos, on faisait tirage vertical, Tirage rowing horizontal. un bras, shrug et terminé. Enfin, tout C'est le monde vrai. faisait les mêmes exercices. Donc, il y avait un choix d'exercices beaucoup moins vaste. C'était pas forcément mieux, hein, parce que quand tu avais un point faible, tu le gardais. Par contre, c'était moins compliqué. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a beaucoup trop d'exercices. Il y en a énormément, énormément. Il y a toujours les basiques, mais il y a aussi il y a des basiques, il y a des très bons qui ont été trouvés. Et au milieu, il y a pas mal de farfelus. Malheureusement, À savoir aussi que les basiques, ils ne sont pas toujours bien exécutés aussi. Hein. C'est que même les Oui, basiques sont mal exécutés aussi. Hein. bien sûr. D'où l'important souvent d'un coach quand on débute. Hein, parce que Ouais, c'est vrai. C'est le vrai. problème, c'est que moi, je vois les gars, ils gardent les mauvaises habitudes, mais pendant des années. Hein. Oui, bah après, en fait, tu vois, c'est difficile. Après, c'est une autre question. C'est qu'il y a des mecs qui sont très balèzes, qui ont des gros niveaux et des gros physiques en salle et qui font de la merde au niveau technique. Alors, c'est dur à dire parce que les mecs vont Ils sont dire, pas toujours excellents. C'est vrai. voilà, tu vois, ils vont dire, ben, pour qui il se prend lui de dire ça. Alors, c'est Ouais. toujours compliqué, surtout quand tu es en salle. Tu vois, moi, je vois avec la salle, bon, bah voilà, si tu as un mec balèze, plus balèze que toi ou le plus balèze de la salle, aller dire aux gens, bah lui, il fait mal les mouvements, bon, bah, ils vont te dire, t'es gentil, mais enfin, tu vois, c'est compliqué. Et Ouais. pourtant, c'est la vérité. Bon, comment ça s'explique? Bah, il y a la génétique, dans un premier temps, je pense que c'est le premier facteur. Et puis après, il peut y avoir d'autres choses. Bon, le dopage, par exemple. Hein. Si tu as la génétique plus le dopage, il y en a qui peuvent faire n'importe quoi, ils sont énormes, tu vois. Tu prends Ronnie Coleman, niveau technique, il faisait que du basique. Enfin, je veux dire, il n'avait pas besoin de faire des Carrément. Ouais. exercices pour les points Carrément. faibles, par exemple. Et il Non, n'avait c'est pas clair. de points faibles, tu vois. Il faisait Après, ouais, il pas. n'avait pas vraiment de poids faible non Voilà, il plus. n'avait Donc, pas de points faibles, mais je veux dire, euh, après, lui, c'est vrai que lui, il avait une génétique exceptionnelle. voilà, parce qu'il n'avait aucun point faible. Ouais. Donc, il faisait les exercices basiques, ça marchait. Et du coup, après, les gens, ils vont te dire, ouais, mais regarde, Ronnie Coleman, il faisait que ça. Ouais, mais bon, tu n'as pas la génétique à Coleman, sinon tu le saurais. Tu vois. Donc, par exemple, donc c'est des mauvais exemples. Les professionnels, déjà, les gens oublient.
Parce que même en excluant totalement le dopage, il y a la Ouais, génétique, en fait. et c'est vrai que les gens donnent toujours comme référence les pros, mais les pros sont des gars exceptionnels, Ouais, c'est les exceptionnels pires génétiquement, exemples. Ouais, exceptionnels face aux blessures, exceptionnels face à la récupération, exceptionnels face aux produits, enfin exceptionnels par rapport à tout. Donc, ouais. si vous commencez à vous comparer à un Mister Olympia par rapport à ses entraînements, par rapport à tout, en fait, vous êtes droit dans le mur parce que c'est pas bon, Mais même même, en niveau nutrition, même, enfin tout, quoi. Vous pouvez pas vous même comparer. je pense si tu te compares à tout le... Bon, maintenant, il y a beaucoup trop il y a beaucoup de professionnels, mais si tu te compares à tout le top 50 professionnels, c'est les mecs qui ont les 50 meilleures génétiques dans le monde. Enfin, il y en a qui ont des bonnes Un peu génétiques, ça, pas ouais. de compète, mais dans le body. Donc, en fait, tu peux pas te comparer parce qu'ils ont pas... Ils ont... Si tu regardes bien, d'ailleurs, bon, il y a quelques exceptions peut-être, mais ils n'ont pas besoin de se casser la tête à l'entraînement. Pour résumer, ben, ils peuvent faire un petit peu n'importe quel exercice pour chaque muscle, du moment où ils stimulent avec suffisamment de charge et de temps sous tension et qu'ils mangent, que leur diète suit, ben, ils progresseront, en fait. Je pense que ça se résume comme ça. Et ce qui n'est pas le cas d'un pratiquant lambda qui a une génétique avec des points faibles, ce qui est le cas de 95% du reste de la population, où là, du coup, il s'agit de choisir judicieusement les exercices et je pense que c'est là où ça se complique, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, il y a ça. Et il y a autre chose pour les fibres musculaires. Je pense qu'il faut dire tout ce qui est question de recrutement. Attention à toujours cette notion de point faible. Tu sais, je trouve que la notion de point faible, elle est un peu facile. Il n'y a pas de point faible quand on démarre la musculation, même quand on a 2 ou 3 ans de musculation, parce que ça prend du temps. Il faut du temps pour bien faire les mouvements. Il faut du temps pour apprendre à recruter un muscle. Sur un point faible, ça peut prendre des années à savoir sur chaque exercice recruter correctement un muscle, même sur des exercices non adaptés. Donc, on ne peut pas vraiment parler de point faible. C'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Mais quand je vois des mecs faire, par exemple, notre taille, à peu près, on va prendre notre taille 1,80 m en moyenne. Si vous faites 1,80 m et 70 kilos, vous ne pouvez pas vraiment parler de point faible parce que vous êtes encore au début. Tant que tu ne fais pas ratio, pour moi, tant que tu ne fais pas ratio poids-taille, alors pas avec un taux de masse grasse de 50%, voilà, on reste correct, cohérent. Mais tant que tu ne fais pas 1,80 m et 80 kilos avec au moins les abdos du haut visibles, on ne peut pas parler de point faible parce que tu parles de point faible quand tu as déjà expérimenté suffisamment d'exercices, suffisamment de techniques d'entraînement, suffisamment d'intensité, tu as mis suffisamment d'intensité, tu as été suffisamment sérieux et puis suffisamment rigoureux. Parce que si tu dis j'ai les mollets en point faible, mais que comme beaucoup, tu les entraînes 6 mois à fond, t'arrêtes, tu vois, tu refais à fond, tu refais à fond. Bon, tu ne peux pas prétendre avoir un point faible, tu vois. Tu prétends avoir un point faible quand je prends mon exemple. Moi, je me suis entraîné pendant 8 ans non-stop sans jamais louper une seule séance. Et j'ai fait les pecs 1 fois par semaine, 2 fois, j'ai essayé 3 fois, 4 fois, des séries longues, des séries de 100, des doubles contractions, le MTUT, le SST, tout ce qui était possible et inimaginable. Et j'ai bien vu que le milieu, là, ça ne se remplirait jamais. Bon, là, OK, on parle de points faibles. Vraiment, ça, pour moi, c'est un peu démesuré et du coup, tu perds ton temps parce que tu te concentres tellement à développer, tu vois, la partie interne du biceps que tu passes 3 séances par semaine à te concentrer là-dessus et puis tout le reste, bon, bah voilà, et tu te retrouves avec des mecs qui veulent avoir des physiques, qui prétendent avoir des résultats mais qui se concentrent sur un point faible alors qu'encore une fois, ils font 1,80 m et 70 kilos. Tu vois, ça n'a rien de dénigrant ce que je dis, mais en fait, c'est remettre les choses en place et être cohérent, en fait. Tu vois. Et je pense que c'est important. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est mon point de Ouais, vue. ouais, non, mais c'est un peu comme on expliquait, il faut essayer d'être relativement simple sans être simpliste. C'est ça qui est compliqué, tu vois. D'être Ouais. simple sans être simpliste, parce que des fois, c'est vrai qu'on se perd un peu. Manger suffisamment, s'entraîner suffisamment dur aussi. Enfin, tu vois, il faut vraiment mettre un petit peu d'intensité dans ce que vous entraînez, parce que je vois beaucoup aussi qui se la coulent douce, quoi. Donc, il faut vraiment donner de l'intensité, manger suffisamment, Mm, ne pas vous perdre avec 36 milliards d'exercices au début, et puis ça va venir, quoi. mm, mm, Pas trop se prendre la tête. Après, ça se complique après, en fait. Parce que quand le corps commence à s'habituer au mouvement, quand il a passé les premières étapes, des premiers kilos de muscles gagnés facilement, parce que c'est au début et tout ça, après, continue à progresser. Là, ça demande un peu plus de technicité et c'est un peu plus délicat. Voilà. mm, mm. C'est vrai.
Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour pour le recrutement Ouais, musculaire, c'est allez, pas si compliqué. Je prends une autre question ou tu en as vas-y. une? J'en prends une? Non, j'en ai plus là. Enfin, j'en ai, mais je sais pas où elles sont. Ok. C'est dans mon téléphone, faut que je cherche. Alors, c'est une bonne question. Faire un Ah, déficit calorique via la méthode cétogène. Ah, ouais. ok. C'est Ah, ouais. Essayez de faire un effort sur l'orthographe, les gars. Donc, en gros, il a fait un déficit calorique via la méthode cétogène. ouais. Et maintenant, il demande comment sortir de cette merde. Il n'a pas dit de cette merde, mais de ça. Comment C'est toi qui sortir le de dis. ça? Comment sortir de Toi, ça? tu veux des amis encore? Ouais. Ouais. Je m'en fous, moi. Non, je rigole. Non, je rigole. Je l'ai fait pendant longtemps. Comment sortir de ça et manger des glucides en étant toujours en déficit? En gros, Ah ouais. il aurait pu simplifier sa question. Comment réintroduire les glucides au régime après avoir été en diète cétogène? Voilà. C'est-à-dire que le mec, en plus, il veut réintroduire les glucides, mais il veut rester en déficit calorique. Ok, d'accord. Ouais, il veut toujours être en déficit, mais il va arrêter la cétogène et réintroduire des glucides. Ouais, le cétogène, ok. Alors, j'espère déjà qu'il fait un vrai cétogène et pas un hyperprotéiné, parce que le cétogène, c'est pas un hyperprotéiné, c'est un hyperlipidique, hein. Le Ouais, cétogène, le vrai cétogène, c'est 80% de lipides et 15% de protéines et puis 5% de glucides, hein. C'est ça un vrai cétogène. Tout le monde dit oh, moi, je fais un régime cétogène et en fait, ils font 60% de protéines, tu sais, ou 50% de protéines et 50% de lipides, alors que en réalité, un cétogène, c'est hyper lipidique, hyper gras. Ouais, moi, je pense que déjà, il va falloir qu'il baisse, il baisse tout simplement ses lipides. En fait, il pourrait remplacer en fait, les calories des lipides par les calories des glucides, mais peut-être de manière un peu progressive. Parce que ce qui va se passer, c'est que s'il introduit d'un coup beaucoup de glucides, il va faire la rétention d'eau. Alors, il va croire qu'il va prendre du poids, grossir de ça, mais en fait, c'est du glycogène musculaire. Il va reprendre du poids, mais c'est plus de l'eau, puisque à chaque fois, le glycogène capte de l'eau. Je crois que c'est un gramme de glucides, ça capte 2,8 grammes d'eau. Je crois que c'est un truc comme ça, je crois, non? Je ne me rappelle plus. Bref, ça capte entre 2 et 3 fois plus d'eau. Donc, quand on réintroduit les glucides, on a l'impression de gonfler. C'est normal, puisque comme une éponge sèche, l'éponge, quand vous la remplacez d'eau, elle se développe. Donc, peut-être y aller de manière progressive par étapes. Ça va dépendre de la sensibilité à l'insuline du gars, ça va dépendre de plein de choses. Depuis combien de temps aussi il est en cétogène, si ça fait très longtemps ou pas, parce que si ça fait très longtemps, son corps, il va pas comprendre ce qui lui arrive s'il bombarde de glucides. mm, Ouais, donc je le ferai peut-être progressivement à tâtons pour voir ce que ça donne. Euh, et, euh, et voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Enfin, je ne vois pas trop le truc, mais bon, je pense que ce que tu as dit, c'est pas mal. Après, sinon, du cyclique, pourquoi pas du cyclique, c'est-à-dire ouais, il peut tenter. Il peut tenter le cyclique. Ouais. commencer par faire un jour sur deux où tu restes en cétogène comme tu es actuellement, et un jour sur deux où tu remplaces des calories des lipides par des calories des glucides, effectivement. Surtout que c'est Ouais. assez facile Et puisque ça veut dire qu'il va falloir ouais, il va falloir qu'il calcule ses calories d'ailleurs. ouais, C'est important qu'il calcule ses calories à chaque fois, du coup, là, pour le coup. voilà, pour rester au même nombre de calories, en fait, le but, ce serait de Exactement. réintroduire les glucides sans monter les calories. Ouais. Je pense qu'un cyclique, un jour sur deux, voire un jour sur trois au début si tu as peur, puis tu te pèses au début, tu te pèses 7 jours après, puis tu réajustes, et puis si tout va bien, tu passes d'un jour sur trois à un jour sur deux. Puis pourquoi pas après, tous les jours avec cette méthode avec les glucides. Mais de toute façon, il faudra un moment où tu Après, aller. ouais, ouais, après, il faut bien insister sur une chose, hein. Quand vous allez arrêter, enfin, quand vous allez réintroduire les glucides, et si vous êtes bien en déficit calorique, si vous êtes toujours en déficit calorique, vous ne pouvez pas prendre de gras. C'est physiologiquement impossible. Mais vous pouvez prendre du poids. Mais encore une fois, c'est de l'eau. Donc là, il va falloir faire très attention parce que souvent, j'entends des gens me dire ah ouais, moi, dès que je bouffe des glucides, je gonfle comme un ballon, ça me fait grossir. Non. Si tu es en déficit calorique, c'est impossible de prendre du gras. Par contre, tu risques de prendre de la flotte. Donc, tu risques d'avoir cet effet gonflé, bouffi, mais pas de panique, c'est de l'eau. Et ça, c'est hyper important. Tant que vous êtes en déficit calorique et que vous calculez ça vraiment et que vous ne vous trompez pas, c'est impossible de prendre du gras. C'est une loi métaphysique. On ne peut pas, on peut pas prendre du gras. C'est impossible. Si on est en déficit, c'est une balance. Le corps ne peut pas prendre du gras sur rien.
Tu vois, il faut un surplus calorique, sinon c'est impossible. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il ne faut pas avoir trop peur des glucides. Simplement que quand vous allez réintroduire les glucides, forcément, vous allez faire de la rétention d'eau, ce qui est normal. Alors ça peut être de la rétention d'eau intramusculaire, donc ça c'est plutôt bénéfique, mais aussi parfois extramusculaire, ça arrive aussi. Voilà. Donc pas de panique. Il faut un petit temps d'adaptation. Ouais, je pense qu'une méthode qui peut être pas mal, c'est de faire, si par exemple vous avez 70% de lipides dans votre diète, ben, vous redescendez à 35% de lipides et les 35% que vous avez enlevé, ben, vous les remplacez par le pourcentage en glucides. Voilà, pour tester au début, enfin, vous voyez. Par exemple, toi, quel est ton avis sur le régime cétogène et pourquoi toi, par exemple, tu le déconseilles? Alors, en fait, il y a deux choses. Déjà, il y a mon retour d'expérience. Ça veut dire que j'en ai fait beaucoup de régime cétogène, Ouais, donc avec la vraie méthode, donc vraiment un fort taux de lipides pour déclencher ce qu'on appelle la cétose, donc vraiment avec la bandelette, où après tu testes, tu vois si tu es en cétose ou pas, etc. Et puis en continuer comme haleine. ça. Ouais, voilà, continuer comme ça sur plusieurs semaines. Bon, la première chose que j'ai pas aimé, c'est les réactions physique que ça engendre. C'est-à-dire que chez moi, presque automatiquement, ça a déclenché des crises d'acidité. Voilà, on pourrait appeler ça avec des reflux gastriques, ce genre de choses. Donc, mon corps n'a jamais vraiment supporté et ça n'a jamais été vraiment efficace pour moi, puisque au début, en clair, tu perds beaucoup de poids, puisque forcément, tu coupes les glucides. Donc, tu perds de l'eau, ce qui est assez logique. Comme tu l'as très bien expliqué, les glucides retiennent de l'eau. On sait tous quand on a fait des compètes. Voilà, donc tu perds très vite. Et puis après vient la phase où ça devient plus compliqué parce que d'une, déjà, même si tu es en cétose au début, tu peux te sentir assez bien. La frustration vient assez vite parce que tu t'élimines toute une grosse famille d'aliments. Les quantités à consommer sont assez infimes parce que les lipides sont très caloriques et n'ont pas un volume très dense, ça ne remplit pas, quoi. Voilà. En termes de quantité dans l'assiette non plus. Donc, tu ne manges pas énormément, donc c'est vite frustrant, difficile à tenir, peu de variété, et puis l'énergie chute très vite. Voilà. Chez moi, la cétose, peu importe comment elle est pratiquée, ne m'a jamais donné le niveau d'énergie que j'ai eu avec une sèche avec des glucides. C'est incomparable et ça se voit surtout en termes de performance physique. Par exemple, sur un exercice, l'exercice qui en pâtit le plus au régime, même si ce n'est pas le meilleur exercice, le développé couché à la barre, que je faisais énormément à l'époque, c'est un exercice qui est pour moi absolument révélateur de ton état de forme en sèche. Et c'est le premier exercice sur lequel tes performances chutent si tu perds du muscle et tu es trop bas en calories. Et bah, quand je faisais le cétogène, tu es sûr que ça chutait à tous les coups. Voilà, par exemple. Donc voilà. Donc, déjà, c'est la première chose, c'est que de mon retour d'expérience personnelle, je ne suis pas fan à cause de tout ça. Ensuite, pour la pratique sur le terrain, honnêtement, je mentirais si je disais qu'à un moment, ça n'a pas donné, je ne l'ai pas fait à des clients avec des super résultats. Mais je l'ai fait dans une phase, même à l'époque, je l'ai fait dans une phase vraiment de fin. C'est-à-dire, par exemple, je coach quelqu'un sur 6 mois, il a 30 kilos à perdre, on en a perdu 25, il en reste 5, les 5 derniers, on est déjà bas en calories, on n'y arrive plus, on a fait du cyclique, on est vraiment bloqué. Je coupe les glucides à l'époque et on est très bas en calories, 1, 2 semaines et on tombe les 1, 2, 3 semaines, un mois max, vraiment un mois max et on tombe les derniers kilos. Voilà. À l'époque où on n'avait pas trop la notion de relance métabolique et tout ça, tu vois, on a eu fait ça. Et encore plus pour les compétiteurs. On le faisait. Et on peut toujours. Je pense que pour un compétiteur, peut-être la dernière semaine ou quoi, dans certains cas, pourquoi pas, on serait amené à couper complet les glucides. C'est peut-être, je ne sais pas, à voir à l'avenir. Voilà. Mais le problème, il y a deux choses. Pardon, c'est un peu long, hein, mais j'essaie de bien expliquer. Il y a deux choses pour moi. La première chose, c'est l'après. On l'a dit tout à l'heure, on a galéré à trouver une vraie méthode pour sortir du régime cétogène sans reprendre trop de poids et sans galérer. Parce que pendant un moment, on n'a plus de glucides, donc la sensibilité à l'insuline, elle n'est pas très bonne. Beaucoup de frustration, beaucoup de risques de craquage, et donc l'après est très difficile. Parce que tu coupes complet le sucre, tu réintroduis qu'un petit peu, c'est la boîte de Pandore.
Tu vois, j'aime bien cette expression parce que c'est la vérité. La boîte de Pandore, je rappelle la petite histoire. La boîte de Pandore, elle a été ouverte une fois, tu ne peux plus la fermer. Voilà, bon, c'est pareil. Là, c'est la boîte de sucreries, la boîte, les fruits, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le premier problème, c'est l'après. Très difficile à gérer, très difficile à ne pas reprendre trop de poids, très difficile à stabiliser. Et la deuxième chose, tout simplement, c'est que maintenant, on a découvert qu'il est possible d'obtenir les mêmes résultats, voire mieux, sans se priver autant et sans souffrir autant. Voilà, c'est tout en fait. En fait, mon avis, c'est comme le cardio. C'est certainement que le cétogène et le cardio, certainement que faire du cardio à jeun et faire un régime cétogène, il y en a qui arrivent à avoir des excellents résultats, des excellents physiques avec. Je ne dis pas le contraire. Mais si je peux, moi et mes clients, avoir les mêmes résultats sans me lever plus tôt, faire du vélo, de la marche, de la course à pied à jeun, des heures et des heures par semaine, sans me priver de pâtes, de riz, de pommes de terre, de fruits, de trucs que tout le monde adore, tout le monde, et que j'obtiens les mêmes résultats, pourquoi, tu vois, pourquoi je le ferais? C'est comme si je peux gagner 5 000 € par semaine en travaillant 30 heures, pourquoi je travaillerais 60, tu vois? En fait, voilà, mon raisonnement, il est là, c'est tout. Et maintenant, en fait, ma logique, c'est ça. C'est lorsque j'ai la possibilité d'obtenir les mêmes résultats sans souffrir psychologiquement et physiquement plus qu'il n'en faut, bah, je prends cette option. C'est de la logique et c'est le stop au no pain, no gain à tout prix, où il faut vraiment, pour être sec et énorme, il faut souffrir et brocoli, poulet, brocoli, poulet, brocoli, poulet, cardio à jeun, cardio le Mais, soir. mais Voilà. tu sais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est dans une culture, surtout dans la compétition, peut-être un peu moins dans les gens lambda, mais surtout dans les compétiteurs. Il y a ce plaisir presque à devenir un peu maso Mm. en disant ah ouais, t'as vu, moi, je suis en cétogène, t'as vu, moi, je bouffe plus de glucides, t'as vu, moi, je fais du cardio à jeun, t'as vu, moi, je m'entraîne jusqu'à en crever, à en dégueuler. Il y a presque ce côté-là maso, tu vois, C'est vrai. à se dire, mais moi, je vais à l'extrême parce que je suis un warrior et je suis comme ça. Mais à un moment donné, déjà, vous entrez généralement dans un état psychologique, psychotique, c'est-à-dire que vous êtes imbuvable parce que la fatigue fait qu'au bout d'un moment, ça devient un enfer. Et j'ai presque l'impression qu'on perd cette notion même de plaisir, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, transformer son corps, faire des diètes, c'est avant tout, une notion de plaisir aussi là-dedans. Moi, quand je fais une compétition, moi, ce que je n'aimais pas dans les compétitions, je me faisais tellement mal avant. J'adorais monter sur scène, j'adorais ce spectacle, j'adorais voir mon corps changer, mais alors quelle souffrance pour arriver là, tu vois. Mm. Et à un moment donné, tu dis, mais en fait, à la fin, je prenais même plus de plaisir. Tu vois? Alors, je me dis, mais putain, alors qu'aujourd'hui, on a des méthodologies qui nous permettent d'arriver, comme tu dis, au même résultat, mais sans faire aussi mal à son corps. Mais pourquoi s'infliger autant de souffrance pour un sport qui, à la base, est là pour nous faire plaisir, en fait? C'est ça. Surtout que le problème, c'est que tu gagnes rien, quoi. Et en plus, tu gagnes rien. Tu Et en vois, plus, tu gagnes rien. euh, Si ce n'est que tu exploses ton couple parce que tu es invivable, si ce n'est que tu n'as plus de vie sociable parce que de toute façon, tu es tellement imbuvable que tu ne peux pas voir tes potes, tu peux plus voir, enfin, tu vas nulle part. Bref, à la fin, ça devient un peu n'importe quoi. Tu t'enfermes sur toi-même. Il n'y a plus que ça qui existe. Donc, de toute façon, tout le reste de ton épanouissement personnel ou professionnel il n'existe plus parce que tu es focus que là-dessus. Et en fait, je trouve ça dommage parce qu'à la base, c'est une passion, c'est un plaisir et on ne devrait pas tomber là-dedans, en fait. Tu vois? donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a des moyens, on a des moyens plus simples d'y arriver, enfin plus simples, pas plus simples, plus vivables, parce que quoi qu'il arrive, c'est dur, hein. Tu sais, il y a aussi, moi, ça me fait un petit peu mal au cœur, parce qu'aujourd'hui, désolé, hein, je suis un peu toujours, j'ai l'impression d'être le vilain, mais je suis honnête, tu sais, tout le monde veut faire de la compétition, tu sais, tout le monde. C'est bien, parce qu'effectivement, beaucoup plus de monde en fait. C'est bien. Beaucoup plus de monde arrive à en faire. Il y a beaucoup plus de professionnels, puisque maintenant, tu peux devenir pro grâce au show NPC partout. Avant, c'était hyper compliqué. Il fallait être champion du monde Très IFBB. rare. Il fallait gagner NPC en Russie ou au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Mais tu sais qu'en France, il y a encore quelques années, tu Bah, il y avais avait... 10 pros, hein. Ouais, même pas. Ouais, même pas. Ouais, Maintenant, tu en as 100 ou 200, quoi. Tu ouais, vois? ouais, c'est ça. Mais Non, il faut être tu honnête. Non, sais, l'autre fois, je discutais avec deux jeunes, je dis jeunes parce que vraiment jeunes, 20 ans, et je disais, mais moi, à votre âge, je connaissais tous les professionnels par cœur,
Aujourd'hui, je ne connais même pas 10%. C'est impossible. Ouais. Bon, je ne suis plus, mais même si tu suis, c'est impossible. Il y en a 10 par semaine. À l'époque, il y avait deux nouveaux par mois, tu vois, même pas. Bon, donc voilà. Plus toutes les nouvelles catégories, etc., hein, c'est encore autre chose. Donc après, c'est bien, mais du coup, bref, beaucoup plus de monde veut faire de compète. Et en fait, ça semble beaucoup. Les gens ont l'impression aujourd'hui que c'est devenu facile. Mais en fait, c'est dur, c'est vraiment dur. Je tiens à vous dire que le processus, il est vraiment long et compliqué. Ça veut dire que faire une compétition, c'est pas se dire oh, ça, c'est pas mal, tiens, j'ai envie d'aller faire une compète, allez, dans 6 mois, j'y vais. Si, par exemple, il y en a qui veulent faire une compétition, ils se disent tiens, Anthony, j'aimerais bien me préparer, c'est parti, on se prépare. Ok, quelle catégorie? Ah, bah, je sais pas. Tu as déjà vu une compétition? Ah, bah, non. Tu vois, la première chose, c'est ça. Il faut déjà voir ce que c'est. Il faut savoir la catégorie, il faut savoir différencier. Et puis après, il faut comprendre que c'est un long processus. Faire une compétition, c'est pas juste aller à l'entraînement comme d'habitude, et c'est pas juste manger, suivre une diète. Parce qu'il y a déjà il y a toute la préparation, le posing, c'est pas rien, c'est une sacrée étape. On oublie trop souvent que poser, c'est hyper dur. Franchement, Ouais. voilà, moi, j'ai entraîné des athlètes à poser pendant des années avant de faire moi ma première compète. Et des fois, il y en a deux, trois, je me suis dit, putain, quand même, il n'est pas doué. Bah, quand c'était mon tour, j'ai pas fait le malin. Ouais, non, non, mais voilà, j'ai pas fait le malin parce que je me suis Le dit, bah, posing, c'est vraiment l'art de se mettre en valeur et de mettre ses muscles en valeur. voilà, Donc, c'est pas la même, hein. Quand hyper important. Hyper important. c'est vraiment une vraie difficulté. Et puis, dans les conditions réelles, bon, bah, c'est encore autre chose parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Voilà, c'est pas comme les professionnels où on a 15 minutes par pause. Ah, ça peut aller Ouais. très vite. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le stress, l'angoisse, la vie à côté. Voilà, il y a des problèmes qui se mettent au milieu et on n'a pas le temps, en fait. C'est-à-dire que quand vous dites, bon, bah, je perds 10 kilos pour la plage cet été, si vous faites un écart une semaine, bon, bah, c'est pas grave. Au lieu d'être prêt le 15 août pour la plage, je suis prêt le 22. C'est pas la fin du monde. Mais la compète, elle va pas vous attendre, en fait. Non, c'est Et ça. ouais, si la compète, elle est le 15 août et que tu es malade 2 semaines, tu as la gastro, bah fuck, rien à foutre. La compète, elle est quand même le 15 août. Voilà. Donc, en fait, il y a tout ça. Et puis, il y a les autres à côté, les autres compétiteurs et tout ça, la pression, le public. Donc c'est vraiment compliqué de concourir. Et donc, je pense qu'avant de se lancer dans un projet comme ça, avec toutes les conséquences que ça va avoir, il faut bien le réfléchir. Voilà. Voilà, donc pour revenir au cétogène, voilà, alors il y a des gens qui le supportent très bien, hein. On a Mm. des cas de personnes qui restent qui font du cétogène pendant un long moment, mais encore une fois, ce n'est pas la majorité des gens déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, comme tu dis, il y a des meilleures méthodes. On sait aujourd'hui que les thyroïdes fonctionnent mieux avec des glucides, hein. Donc, même pour le métabolisme, pour la santé en général, c'est quand même plus intéressant d'avoir des glucides, quoi, du sucre, hein. Pour parler clairement, n'oubliez pas que votre cerveau il consomme à peu près 120 grammes de glucides purs par jour, hein, de sucre. C'est les glucodépendants, en fait, le cerveau. Et en fait, le principe du cétogène, c'est que c'est de convertir justement le gras que tu manges en glucose pour irriguer le cerveau. Mais c'est pour ça qu'il est un peu lent. Après, au bout d'un moment, on s'adapte, tu vois. Mais encore une fois, c'est un plan B, c'est que tu forces ton corps à passer dans un état de survie. Je trouve pas ça très naturel en vrai. Tu vois, je trouve pas ça très clean en fait pour le corps. Bon, il y en a qui supportent assez bien. Si vous supportez super bien et que euh, c'est un régime qui vous plaît, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, ça convient vraiment pas à tout le monde. Donc voilà, attention avec le cétogène. Après, ceux qui ont toujours fonctionné comme ça, posez-vous la question, pourquoi pas essayer autrement une fois au moins? C'est Voilà. ça. C'est ça. Euh, il faut toujours se remettre en question. C'est comme on a dit tout à l'heure, les plus gros à la salle, quand ils font les mouvements, c'est pas parce qu'on est balèze, énorme, sec et même Mister Olympia qu'on ne peut pas rester ouvert d'esprit, essayer de faire différemment et puis s'améliorer. Voilà. Donc, peut-être essayer un jour de faire avec les glucides. Je pense que ça peut être intéressant pour vous parce Il que faut c'est tester, et même inversement, hein, il n'y a jamais bien personne sûr. Oui, qui a aussi, craqué oui, oui. un Non, mais cétogène. Moi, j'ai envie de vous dire, testez. Si vraiment ça vous branche, vous avez envie de tester sur quelques semaines déjà pour voir ce que ça donne. Si vous voyez si vous le supportez bien ou pas bien, il faut tester. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas fan, mais moi, j'avais toujours envie de dire, testez les choses.
Au moins, vous aurez votre propre expérience, votre propre vécu et pourrez vous faire à ce moment-là vraiment une idée de la Non, chose. mais c'est Voilà. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Vivez-le et après, vous aurez votre propre retour. Et puis, ouais, puis vous en tirez les conclusions que vous voulez en tirer, quoi. Super. C'est sûr. Il y a Bob qui commence à ronfler. Regarde, regarde. C'est mon père. Regarde. Oh, putain, cette patate. Quelle patate. Bon, super. Ben, écoute, ce podcast va se terminer là. J'espère que ça vous a plu. Commentez, likez, partagez si vous avez aimé. Et on vous dit à très vite. À plus, À bye bye, bientôt. merci à tous. Ciao. Ciao.